Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc ici, on va faire une injection de code via des fonctions API natives non documentées en C++. Donc bonjour passionnés de cybersécurité et d'hackers blanc. Donc avant de créer cette vidéo-là, il faut configurer le debugger sous Windows, WinDGB, pour qu'on puisse l'utiliser en mode kernel. Donc, il y a certaines étapes qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Donc, il faut faire les étapes qui sont ici. Exécuter un terminal MS-DOS en super administrateur ou en administrateur. Donc, vous tapez CMD, vous faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, vous faites oui. Et là, il faut faire ce qu'il y a marqué ici. Il faut faire un BC Edit Debug. Donc, on va dire d'autoriser de débugger sur cette machine-là et d'après les configurations locales. Donc, il faut que ça marque que l'opération a réussi, qu'on tape fait. On fait la même chose avec le BCID DBG setting local. Là, ça fonctionne. Et une fois que c'est fait, on nous dit de redémarrer la machine. Donc, on va redémarrer Windows. Donc, pour redémarrer Windows, il faut faire marche arrêt et redémarrer. On attend que ça redémarre. Alors, une fois qu'on a démarré, on exécute Win DBG Preview en mode administrateur. Donc là, on fait clic droit et fait exécuter en tant qu'administrateur. On fait oui. Et normalement, on fait fichier et on fait attache to kernel. On sélectionne bien le local là avec le bouclier. On fait OK. Et normalement, ça devrait charger. Et là, on devrait avoir dans le terminal LKD. Et là, on peut accéder aux fonctions du kernel de Windows. Et là, on voit par exemple ici ma version, là, Windows 10 kernel version 19.041. Donc, une fois que ceci est fait, le debugger est configuré. Donc là, on peut commencer à faire l'exercice. Donc, dans l'article précédent, j'ai parlé d'injection DLL via ntcrit-thread X et nt-allocat virtual memory. Donc, avec ça, on avait réussi à exploiter une charge utile qui était non documentée. Donc, le message suivant est le résultat d'une auto-recherche sur les techniques de développement logiciel malveillant, qui est une interaction avec les API natives non documentées. Donc, les API qui sont nativement sous Windows Microsoft, mais dont Microsoft ne donne aucune documentation. Donc, la plupart du temps, il faut refaire du reverse engineering pour voir à peu près comment elle fonctionne. Aujourd'hui, on va essayer de remplacer d'autres fonctions, donc Open Process par une fonction API native non documentée par celle de NT Open Process. Tout d'abord, nous examinons NT Open Process, la syntaxe des fonctions. Donc là, on a la syntaxe des fonctions. Ici, il faut prêter attention aux paramètres objet attribute. Donc voilà objet attribute et client ID qui est ici là en bas. Alors objet attribute, c'est un pointeur vers une structure de objet attribute. Donc en fait, ça pointe sur une autre structure avec d'autres informations qui spécifie les attributs appliqués au handle de l'objet processus. Celui-ci doit être défini et initialisé avant d'ouvrir la poignée, donc avant qu'il s'accroche sur le handle. Le client ID est un pointeur vers un ID client qui identifie le thread dans le processus qui doit être ouvert. Donc par exemple le pay ID, là on va mettre le numéro dedans et puis il va réussir à se mettre dessus. Alors pour utiliser ntprocess, la fonction nous devons définir sa définition dans notre code. Donc c'est ici, dans le code. Pour le définir, on a un type def ntstatus napi et c'est là qu'on va faire la type de définition de la structure et qu'on va initialiser les données et instancier les valeurs. Donc là, on voit dessus. Donc, on va regarder sur le vrai code source que vous pouvez récupérer sur mon GitHub ou sur le GitHub de Cocomelon. Donc c'est ici là, le ntstatus, donc API, donc qui ouvre le processus qui permet d'attacher avec, comme on a appelé là, le process handle, qui était très intéressant, c'était le objet attribute et client ID. De même, on a objet attribute et PC client ID qui doivent être définis. Ces structures sont définies dans les fichiers d'entête noyau NT. Donc en fait, c'est des librairies et dedans, on faut réinitialiser certaines valeurs pour que ça fonctionne. Donc on peut les voir en faisant du débugage sur Windows dans le debugger DBG en mode noyau local comme on vient de le configurer précédemment. Donc pour voir, en fait, il faut faire DT après NT parce que c'est une NT et on met le point d'exclamation pour voir les informations d'objets attributs. C'est comme ça qu'on peut retrouver les informations, comment configurer les structures de données. Donc ça, on va le voir. Donc là, on reconnaît bien, on a la longueur, le root directory
c'est la racine du répertoire, l'objet name et tout ça, donc plein d'informations. Et ça nous permet de refaire la structure comme c'est dit là, on l'a ici. Donc dans DNT objet attribute. Alors, là on peut le voir. Ici, là, on a les mêmes informations, on remet dessus. Il y a juste les faire gaffe à ça, là, ulong, handle et tout ça, à connaître par cœur hein, par rapport au type de variable, là, à quoi ça correspond en fait. Tu vois, le int, le pointeur, etc. Après, une fois qu'on fait ça, c'est bon. On peut faire pareil avec le client ID. Hein. En fait, là, c'est les pointeurs de structure, par exemple. Si on voit objet attribute, là, tu vois, objet attribute, là, qui va pointer sur cette structure-là. Et là, c'est pareil, là, le client ID, là, il va pointer ici en bas. C'est ce qu'on fait. Hein. En fait, c'est des structures, des pointeurs de structure qui pointent sur des structures, hein, d'adresse de structure. C'est pas compliqué. Donc, on fait pareil pour nos DTND clientes. Donc, on copie dedans. On reconnaît le unique process qui prend deux variables et unique thread, donc ici, et pareil là on remet là-dedans. On doit aussi configurer le Unicode string, donc on fait la même chose. Donc là, Unicode string, on reconnaît aussi là qu'il faut mettre la longueur, la longueur maximum plus un buffer. Donc on voit que c'est un pointeur. En plus, il est gentil là, il marque PTR. Hein, donc ici, voilà. Et il y a encore une mise en garde avant de renvoyer le handle. Donc par le ntProcess, fonction routine, les attributs d'objets doivent être initialisés et peuvent être appliqués au handle. Donc en fait, tous les objets qu'on voit ici, là, grâce aux attributs dedans, là, il faut les initialiser, sinon ça ne fonctionne pas. Pour initialiser les objets et les attributs, on fait initialize objet attribute macro qui est défini et invoqué spécifie les propriétés descripteurs d'objets routine qui ouvrent les descripteurs. Donc en fait, c'est ici, là, c'est par rapport au pointeur, là, hop, il va pointer par exemple sur la variable length, là, dans les structures, et on va initialiser avec des propres valeurs. Hein, on voit ça là, qui est ici. Donc là, ça va initialiser par exemple l'objet, l'encre ou directory, tout ce qu'on a besoin ici, et pas des valeurs prédéfinies. Après là, on passe en paramètre l'initialisation des attributs. Donc, suivant qu'on veut mettre, par exemple, nul, 0, 0, nul, on met des valeurs par défaut et un pointeur, une adresse OA. Donc, regardons à quoi ça sert. Et on fait ici, et on voit que là, c'est l'adresse OA, c'est l'objet attribut. Donc c'est ça qu'on passe en premier paramètre. Donc là, c'est pour initialiser. Après, tout ça, vous pouvez cliquer sur les liens là, et on va sur la documentation Microsoft, hein, qui est très bien faite, qui nous explique comment initialiser tout, etc. Ensuite, il faut charger la bibliothèque NTDL pour invoquer le NTProcess, donc parce qu'en fait, il se trouve dans le DL. Donc on fait un h module NTDL get module NTDL, donc c'est là qu'on charge la librairie NTDL et open le processus qu'on veut là. Donc on charge la fonction NTOpenProcess. Ensuite, il faut obtenir l'adresse de départ de notre fonction. Oui, parce qu'il faut pointer dessus pour pouvoir l'exécuter. Donc là, c'est juste ici. Donc ici, là, on récupère les adresses de notre fonction. Et en plus de faire ceci, il prépare, il alloue la mémoire virtuelle avec pour NT allocate memory. Donc c'est pour la charge utile. Et il nous dit aussi, avant de faire ça, là, il nous affiche le PID qu'on va lui passer en paramètre. Et enfin, le processus est ouvert. Donc là, il va l'ouvrir le processus. Donc on va voir ce qu'il va faire. Donc là, il dit qu'on ouvre le processus à distance. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, il ouvre le processus en écriture, il fait une opération, et en plus, il crée un thread dedans. Il n'y a pas que ça. Et de plus, il vérifie si tout ça s'est bien passé. Si ça s'est mal passé, il dit qu'il n'a pas réussi à ouvrir le processus, par exemple. Ça peut arriver, par exemple, qu'on ne trouve pas le processus, n'a pas le bon PID, etc. Et ça ne va pas fonctionner. Hein. Ou que le processus n'est pas disponible en ouverture. Sinon, la logique principale est la même. Bah oui, la même qu'on faisait avant. Hein. Le buffer, donc en exécution, lecture, écriture. Après, il copie les données de nos charges utiles dans le processus. Et après, il crée le thread distant en l'exécutant. Donc, normalement, ça va exécuter notre charge utile. Donc, comme indiqué dans ce code, l'appel d'API Windows OpenProcess peut être remplacé par la fonction d'appel d'API native NTProcess, mais nous devons définir les structures définies dans les fichiers dans tête du noyau NT. Alors, l'inconvénient, c'est que la fonction n'est pas documentée et peut donc changer à l'avenir. Oui, ça c'est vrai. Et il y a d'autres inconvénients. Par exemple, elle peut être pas très bien maintenue parce qu'ils peuvent dire, bon, l'éditeur Microsoft peut dire, bon, les gens l'utilisent pas forcément. Ou ils peuvent avoir des choses qui ont été mal codées, qui sont un peu cachées et qui peut avoir des failles de sécurité. Ça peut arriver aussi. Donc, allons voir notre simple malware. Donc là, il y en a tout
le code qui est ici, dont le message box qui est non chiffré qui apparaît, si ça fonctionne. Donc, alors, pour le compiler, il faut ouvrir un terminal à l'endroit où il y a le code source. On fait un copier-coller. Alors là, on a un petit warning, mais bon, ça c'est pas très grave en fait. Il casse et il peut avoir de la perte de données. Normalement, on nous dit que normalement on a un fichier hack.exe, on va vérifier. Donc oui, là on a un fichier hack.exe. Alors il faut exécuter process hacker2 plus un logiciel cible ici qui utilise MS Pen, donc Pen de Windows, va faire la même chose. Et après il faut retrouver le PID et mettre dans hack.exe et regarder si on a Meou et voir si on retrouve dedans dans la mémoire Meou par exemple. Donc on va faire toute cette procédure comme il dit. Alors la première chose, on exécute process hacker, on exécute pen. Donc on va essayer de retrouver le PID, donc le PID 220. Et là, à partir de PowerShell, on va exécuter avec le bon processus. Voilà. Alors là, on a notre hack.exe et on va mettre notre PID 220. Donc là, il a réussi à voir qu'il existe et on va voir là si on a Meou qui s'est exécuté. Donc là, on voit que oui, donc ça fonctionne. On peut cliquer sur OK là et on va vérifier dans la mémoire de MS Paint si on a bien eu Meou. Donc on clique deux fois sur MS Paint, on va dans Memory, on va dans String, on fait OK et on regarde contient Meou. Et là, en cherchant Meou, on voit qu'il existe. Donc en fait, on a bien injecté notre charge utile dans la mémoire de MS Paint. Il n'y a pas eu de problème. Donc comme vous pouvez contacter, notre Meou charge utile a été injectée avec succès comme prévu. Comme vous pouvez contacter, la logique principale est la même que les techniques d'appel API NT précédentes. Oui, c'est la même chose. Mais il existe une mise en garde concernant la définition des structures et des paramètres associés. Oui, qu'en fait, il faut récupérer les paramètres des structures associées. Comme c'est pas documenté, on les a pas forcément dans la documentation officielle de Microsoft. Et il faut utiliser un debugger pour les retrouver, ou d'autres logiciels pour voir les fonctions et essayer de savoir à quoi ça sert. Sans définir ces structures, le code ne s'exécute pas. Oui, il faut les initialiser et instancier certaines variables, sinon ça fonctionne pas. Pour la raison laquelle il est bon de savoir cette technique dans votre arsenal, c'est que nous n'utilisons pas OpenProcess, Excel la plus populaire, la plus suspecte, fait l'objet d'une enquête plus approfondie des équipes bleues. Bah oui, comme elle n'est pas documentée, les gens ont plus de mal à comprendre à quoi elle sert et n'arrivent pas forcément à trouver la bonne documentation. Donc s'ils trouvent pas la bonne documentation, qui cherchent pas vraiment à savoir ce que c'est, bon bah ils vont passer à côté. Ça c'est un problème dans beaucoup d'entreprises en cybersécurité, c'est que le temps c'est de l'argent et les gens n'ont pas forcément énormément de temps pour décortiquer les malwares, ou l'entreprise ne voudra pas forcément payer des sommes extravagantes pour faire de l'audit cybersécurité super complexe. On a la même chose aussi, maintenant on automatise de plus en plus, mais l'automatisation c'est bien pour les choses qui sont bien connues, mais pour les choses très spécifiques ça marche très mal. Alors, à aparté, on peut télécharger notre fichier ActX par exemple dans Virus Total et voir dans combien de moteurs il détecte. Donc lui, comme ça fait assez longtemps qu'il l'a fait, nous on n'aura pas forcément le même résultat car Virus Total s'améliore, les moteurs antivirus s'améliorent au fil du temps. Donc faisons ceci. Donc allons dans Virus Total. Alors on va choisir notre fichier. On choisit notre fichier. On confirme le téléversement. Il a dit que la upload, c'est bon. Et là on va voir le résultat de l'analyse. Alors là, on voit que c'est assez catastrophique, c'est parce qu'en fait, maintenant, même cette fonction non documentée, elle est quand même connue. Donc là, on a 29 moteurs d'antivirus, 72 qui ont détecté un comportement malveillant. Après, comme on voit, il y a sûrement le code qui a été mis par Meterpreter, c'est pour ça aussi que ça met des alertes. C'est quelque chose d'aussi connu. Je sais pas que le fait de notre API. Donc si nous souhaitons pour un meilleur résultat, oui, ce qu'il dit, faut ajouter du chiffrement sur la charge utile. Donc là, on a eu moins d'alertes. Et on peut aussi obscurcir les fonctions, comme dans les anciennes vidéos que j'avais faites, et combiner les deux techniques. Et là, on aura des résultats assez bons. Alors, j'espère que l'article fera connaître aux équipes bleues et aux équipes des techniques intéressantes et ajoutera une arme aux arsenals de l'équipe rouge. Bah, c'est intéressant aussi bien pour les défenseurs que les attaquants. Tout ce que je fais ici, c'est des fins pédagogiques, pas des fins malveillantes. Enfin, si vous faites des conneries, c'est votre faute, c'est pas la mienne. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires afin que j'ai des retours. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.